Bonjour. Nous avons vu que la notion de culture avait une histoire, qu'elle était foncièrement polysémique et nous avons rencontré, au fur et à mesure de notre analyse du terme, nous avons rencontré plusieurs fois son lien avec cet autre terme et cette autre notion qui est celle du populaire. C'est celle-là que nous allons voir dans le détail aujourd'hui et de la même façon que il y a toute une histoire et toute une polysémie de la culture, il y a une polysémie et une histoire de la notion du populaire et du peuple. Bien. Populaire. Le peuple, écrit Yves Surel dans l'article Notion de peuple dans l'Encyclopédia Universalis, que vous pouvez consulter à travers Virtuose et qui vraiment reste un incroyable outil pour toutes les réflexions. Ce sont des articles très synthétiques, mais en même temps extrêmement riches. Et bon, malheureusement, ce n'est pas tout qui se retrouve dans l'Universalis. C'est quand même une ancienne encyclopédie par rapport à ce que sont devenues les encyclopédies en ligne modernes, mais donc avec un nombre limité d'entrées, qui était limité aussi par l'espace physique de l'encyclopédie elle-même, mais qui ont vraiment le mérite, dans le cas de l'Universalis, d'avoir été nourris par la réflexion des plus importants intellectuels dans les différents domaines envisagés. Donc l'article Notion de peuple, je vous y renvoie, de Yves Surel, est extrêmement bien fait. Nous allons appuyer sur lui puis sur quelques autres. Le peuple, écrit Surel, est sans doute l'une des notions politiques, avec celle de nation ou d'État, qui d'ailleurs lui sont associées, qui dispose de l'une des plus fortes charges symboliques. Cette importance relative, sensible dans la littérature, la philosophie ou le langage commun, se décline d'abord positivement, spécialement dans les démocraties, mais aussi négativement, lorsque le peuple est considéré comme une menace. Ces éléments illustrent une particularité de ce mot, c'est son extrême polysémie, mais également sa faculté d'être associé à d'autres notions telles que la nation, la populace, etc. etc. Et Surel s'amuse à évoquer le fait que le terme peuple correspond assez bien à l'aphorisme de Ludwig Wittgenstein, selon lesquels les mots n'ont pas véritablement de sens, mais des usages variables selon l'époque, le lieu, voire le locuteur dont il est question. Donc, vous voyez que nous avions déjà une série de sens pour culture, et là, nous allons voir que il y a aussi une série de sens par rapport au peuple et au populaire, et que donc, quand on va mélanger les deux dans l'expression culture populaire, bien évidemment, ça va faire beaucoup de polysémies mises ensemble. Alors, le français, le terme français « peuple » agglutine trois dimensions qui étaient plutôt distinguées par les théoriciens de l'Antiquité classique, qui étaient distincts dans la pensée classique. Donc, il y a la dimension politico-juridique, il y a la dimension sociale et il y a la dimension ethnique ou culturelle, qui pour les anciens, donc en grec ancien et en latin, avaient des termes différents pour désigner chacune de ces acceptions. Alors la première dimension, celle politique, est tentée par un terme grec que le latin populus, d'où vient peuple en français, semble masquer. C'est la notion de démos, qui signifie l'ensemble des citoyens, et c'est-à-dire justement le peuple pris dans sa dimension politique, source
du terme et de la chose démocratie. Kratèn, démos, donc le gouvernement par le peuple. Parmi les grands défenseurs de cette forme politique originale, avancée par les États-cités grecs autour de Athènes, parmi les grands défenseurs, c'est précisément l'emblème du leader politique athénien qui est Périclès. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, souligner les principaux mérites de ce régime. Et je vais citer un autre article dont je vous conseille la lecture, Le peuple du mot à la chose, quelques jalons dans l'histoire des idées politiques de Marc Ortolani, qui se trouve en ligne. Alors, les mérites de la démocratie selon Périclès, l'égalité des citoyens devant la loi, isonomie, isonomos, devant le pouvoir, isocratie, et droit égal de parler devant l'assemblée du peuple, l'agora, donc iségorie. De cela découlent des mœurs enviables, parmi lesquelles la philanthropie, l'amour des autres. Enfin, le fruit de la démocratie, étroitement lié aux institutions et aisément identifiable, la liberté, l'égalité, la fraternité, la triade que l'on connaîtra à la Révolution française. Mais l'idée était elle-même loin d'être consensuelle. Et dès la démocratie athénienne, il y a eu des critiques de celle-ci. Ainsi, pour Xénophon, qui était clairement aristocratique, donc les aristocrates, l'idée d'une aristocratie, Aristos le meilleur, le gouvernement par les meilleurs, c'était ça le sens de l'aristocratie initialement. Le peuple est incompétent, indiscipliné, divisé et ne manifeste aucun sens de la grandeur, aucune vertu. Voilà une critique très, très brutale. La notion du démos n'est ici pas une version méliorative comme chez Xénophon, comme chez Périclès. C'est vraiment le peuple comme quelque chose dont il faut essentiellement se méfier, ce qui fait que leur gouvernement, la démocratie, n'est en rien enviable. Et c'est surtout Platon qui va dénoncer le peuple comme présentant des tares dangereuses. Il est esclave de ses passions, comme les animaux. Il est inconstant dans ses amours comme dans ses haines, donc versatile, incompétent, incapable de réflexion et de rigueur. Il est sensible à la flatterie et donc une proie facile pour les démagogues, les manipulateurs du peuple. De fait, la démocratie en subit les conséquences. Elle apparaît comme un régime où l'autorité, pour Platon, où l'autorité est éparpillée, règne l'individualisme, l'incompétence et la désinvolture. C'est un régime où tout est confondu, anarchique et bigarré, nous dit Platon, où l'on ne reconnaît plus les compétences et les capacités de chacun. Un régime d'opposition, de division et donc finalement de désordre, la foire aux constitutions. Au final, un régime ingouvernable dont la conséquence est l'instabilité. La démocratie, ironiquement, risquerait de conduire à la tyrannie. L'excès de liberté conduit à la servitude, de l'extrême liberté naît la servitude la plus complète et la plus atroce. Ce sera des arguments que la pensée politique occidentale va continuer à utiliser dans son opposition au peuple et au régime de représentation populaire. D'emblée, le mot français, peuple, qui vient pas du démos, mais qui vient du populus, latin, va hériter aussi une ambivalence fondamentale de l'origine latine, puisque populus
désignait l'ensemble des citoyens, universi cives, individus ayant le pouvoir de voter dans la Constitution romaine, ce qui était à la fois distinct du Sénat, des sénateurs, et éventuellement de ce que les Romains appelaient la plèbe, plebs. Cicéron, encore lui, qu'on voyait pour la notion de culture et de humanitas dans l'autre capsule précédente, Cicéron précise dans la République: par peuple, il faut entendre non tout un assemblage d'hommes groupés en un troupeau d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associés les uns aux autres par leur adhésion à une même loi et par une certaine communauté d'intérêts. Et donc, vous voyez que le peuple a une définition qui se veut quand même restrictive. Il va s'opposer ainsi à la simple multitude, multitudo, conçue comme une entité menaçante qui peut devenir une foule turbulente et instaurer la tyrannie de la plèbe en fonction de son intérêt particulier. Donc, ce n'est plus l'ensemble des citoyens unis par une adhésion à une loi et une communauté d'intérêts. Dans ce cas-là, c'est la plèbe qui, au contraire, prend le pouvoir, donne le pouvoir à un tyran. Donc, vous voyez comment, dans la réflexion cicéronienne, il y a des échos très clairs de la méfiance de Platon. Issu de la classe moyenne, le parti politique que Cicéron fonde est celui de la médiocritas, donc d'où nous tirons le terme de médiocrité, mais qui a beaucoup changé, mais c'est le parti des honnêtes gens, du milieu. Cicéron est hostile au parti des populares, qu'il appelle la puillerie et qu'il considère comme toujours prêt à la sédition. Cicéron écrit dans un climat extrêmement turbulent de guerre civile et toutes ces réflexions politiques sont des réflexions autour de la guerre civile, de la légitimité du pouvoir, de la République, etc., etc. Ces critiques au peuple reprennent celles de la tradition grecque qu'on a vue, illustrée par Platon. Et je cite Ortolani: la démocratie a tendance à niveler, à faire disparaître les hiérarchies entre les hommes et les degrés de dignité. Hiérarchies qui sont ici respectées et valorisées par Cicéron. Or, l'équité, et donc c'est la chose qui est très différente, l'équité et l'égalité. L'équité, à laquelle il est très attaché, se traduit justement par la prise en compte des qualités et des mérites de chacun. C'est là où ce n'est pas exactement l'égalité, c'est une forme de tenir compte des mérites de chacun qui est très différente de l'idée d'une simple égalité devant la loi comme le postulait Périclès. Ensuite, le peuple reste inconstant, incapable d'identifier l'intérêt général. Il ne s'intéresse qu'à son propre sort. Mais une autre chose l'effraie, Cicéron, c'est que le peuple est trop sensible à la démagogie, encore une fois, et la vie politique de Rome en fournit une constante illustration. Et les guerres civiles sont justement animées par des démagogues qui utilisent la plèbe et qui divisent la plèbe. Ce qui l'inquiète par-dessus tout est que le peuple est totalement irrationnel et donc incontrôlable. Et il écrit: la foule est plus démente que la tempête ou l'incendie. Ce qui va être aussi un des thèmes que l'on va retrouver dans la pensée politique par la suite et notamment dans la pensée conservatrice et la méfiance par rapport au peuple. Une certaine démophobie, comme l'écrit notre collègue Dupuy-Déry. 18 siècles plus tard, Emmanuel Kant reprend en Allemagne cette même opposition fondatrice par une lecture très serrée du texte de Cicéron. Et je cite, c'est dans l'Anthropologie d'un point de vue pragmatique: par le terme de peuple, populus, on entend la masse des hommes réunis en une contrée pour autant qu'ils constituent un tout. Cette masse,
où les éléments de cette masse à qui une origine commune permet de se reconnaître comme unis en une totalité civile s'appelle la nation, gens. La partie qui s'exclut de ces lois, l'élément indiscipliné de ce peuple, s'appelle la plèbe, bulgus. Quand elle se coalise contre les lois, c'est la révolte, agere perturbas, conduite, d'où perturbation, etc., conduite qui la déchoit de sa qualité de citoyen. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de subtil mais de définitif qui se crée là, comme le signale Agamben dans un texte court que vous trouvez en ligne, très très parlant, la double identité du peuple. Alors je cite Agamben. Un même mot recouvre aussi bien le sujet politique constitutif, donc le mot de peuple, un même mot recouvre aussi bien le sujet politique constitutif que la classe qui, de fait, sinon de droit, est exclue de la politique. Le français peuple, l'italien popolo, l'espagnol pueblo, comme les adjectifs correspondants, populaire, popolare, popular, popular, etc., et les termes du bas latin populus et popularis, dont ils dérivent tous, désignent, tant dans le langage courant que dans le vocabulaire politique, aussi bien l'ensemble des citoyens en tant que corps politique unitaire, comme dans le peuple italien ou le juge populaire, que les membres des classes inférieures, comme quand on dit c'est un homme du peuple ou une femme du peuple, c'est un quartier populaire, ou quand on parle du front populaire en politique. De là donc une amphibologie, une ambiguïté, une ambivalence inhérente à la nature et à la fonction du concept de peuple dans la politique occidentale. Et vous voyez que ça va être aussi très lourd de conséquences pour la façon dont on va voir la culture populaire. La bourgeoisie des Lumières va garder une grande méfiance envers le peuple. Et ainsi, Voltaire écrit « J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre », ce qui d'ailleurs sera techniquement la définition de prolétariat, celui qui n'a que la force de son travail à produire. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Et là, Voltaire, qui par beaucoup d'aspects est extrêmement, comme on dirait plus tard, progressiste et qui s'insurge contre le pouvoir, contre l'arbitraire du pouvoir monarchique, qui s'insurge contre le pouvoir de l'Église, etc., etc. Mais on voit en quoi Voltaire reste totalement proche de l'idéologie du milieu de l'élite dominante de son époque, avec un mépris affiché du peuple. D'ailleurs, il y a tout un livre de Xavier Martin, Voltaire méconnu, où ce genre de réflexion qui fuse dans ses correspondances, dans ses différents textes. C'est quelqu'un d'extrêmement prolifique, ses œuvres complètes sont absolument immenses. Donc, quantité de réflexion de cet acabit-là, et évidemment, il n'était pas le seul. C'est dire comment une pensée critique, qui pouvait être extrêmement pointue sur plein d'aspects de la culture de son époque, par ailleurs, pour cette question quand même majeure, restait totalement ancrée dans une vision très traditionnelle. C'était vraiment une vision de classe. C'est vraiment une idéologie au sens marxiste premier. Alors, cette méfiance est triple. Elle est tout d'abord sociologique. Pour la bourgeoisie, le peuple est une masse inorganique, un corps fondamentalement dispersé et donc incapable d'exprimer la volonté générale et de vivre dans la concorde. Elle est aussi morale. Le peuple est une masse indécise et capricieuse. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment des termes qui remontent à Xénophon, Platon et qui ont été continuellement véhiculés par la pensée politique occidentale. C'est indécis, capricieux, sans expérience, sans hauteur de vue, incapable de s'occuper des affaires publiques. Bien au contraire, en raison de son impulsivité, il génère une vie politique nécessairement instable. D'où toujours le spectre de la guerre civile, les démagogues, etc.
Et puis enfin, c'est une méfiance économique. Le peuple, qui est pauvre, est assoiffé de réformes sociales. Il veut réduire les inégalités, même celles que l'élite considère comme des inégalités naturelles, qui découlent de la nature, et en oublie l'intérêt général. Comme si, ironiquement, les élites se préoccupaient réellement donc, de l'intérêt général et non pas des intérêts de leur classe. Mais voilà, c'est ça le sens de l'idéologie, d'ailleurs, tel que l'entend Marx, c'est la transformation des rapports réels en une inversion rhétorique. La Révolution française, que tout semble vraiment annoncer finalement dans ces textes-là, cette vision, ce clivage entre l'élite et le peuple, etc. La Révolution française opère un tournant majeur où vont s'opposer la souveraineté nationale de la nation et la souveraineté du peuple, la souveraineté populaire. La souveraineté nationale oppose à la notion de peuple celle abstraite et juridique de la nation, collectivité tout entière prise dans sa globalité et sa permanence, telle qu'affirmée dans la Constitution de 1781. Je cite, « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Vous voyez par là décapitation symbolique du roi. Ce n'est pas le roi qui est souverain, c'est la nation. La souveraineté populaire, au contraire, c'est celle du jacobinisme, les jacobins de la montagne de 1793, inspirée par Rousseau, qui écrivait « Toute loi que le peuple n'a point ratifiée est nulle, ce n'est pas une loi ». Donc là, vraiment, le côté beaucoup plus radical de la pensée rousseauiste. Alors, tous les hommes étant égaux en droit, chacun détient une parcelle de souveraineté égale à celle des autres, selon une conception atomiste du corps politique qui apparaît comme totalement nouvelle, écrit Ortolani. Suivant cette logique, la démocratie implique que chacun participe directement et personnellement à la formation de ce qu'on appelle la volonté générale. Donc ça, la Révolution française va osciller, voire vaciller entre ces différentes notions, ces différentes acceptions, et avec elles, c'est tout l'Occident qui va découvrir une nouvelle vision du peuple et de ce qui est populaire. Ironiquement, la Constitution montagnarde de 93, qui est très avancée, et qui va d'ailleurs rester extrêmement avancée par rapport à tout le 19e siècle et dans certains pays plus tard, elle institue le suffrage universel, le scrutin direct, les mandats législatifs brefs, le droit de veto accordé au peuple, le référendum, le recours au référendum, et un système d'adoption des lois où les assemblées locales doivent être préalablement consultées. Or, cette constitution, ce projet de constitution ne va jamais être appliqué, puisque c'est Robespierre qui instaure la terreur, la dictature de la terreur, mise en place justement au nom du peuple, pour ce qu'il appelle le salut du peuple. Et là, on a comme une nouvelle variation qui va aussi être lourde de conséquences, c'est que ce salut du peuple n'est plus exactement la même chose que ce dont on parlait tantôt. Celui-ci implique une sélection et un certain nombre d'exclusions politiques et sociales. Notamment, vont être naturellement exclus du peuple ceux qui s'opposent à la Révolution et que l'on va qualifier d'ennemis du peuple, une sorte de contre-peuple. Et donc ça va être très dangereux puisque cette idée de l'ennemi du peuple va être utilisée par la suite par les totalitarismes tout autant fascistes que soviétiques. Et donc, c'est vraiment cette idée que du coup, on peut vraiment exclure des catégories à l'intérieur du peuple. Parallèlement à ce parachèvement de la dimension politico-juridique qui va déterminer durablement le débat de la modernité et une certaine mystique
mysticisme du peuple que l'on voit pendant tout le 19e siècle, que ce soit chez Michelet, que ce soit chez Victor Hugo ou d'autres, et qui va devenir la vulgate en France de la Troisième République et qui va être très important pour la culture des démocraties modernes, s'affirmait en Allemagne une autre mouvance tout aussi influente et qui donnait un autre sens au peuple comme entité nationale au sens ethnique. Donc là, nous revenons à l'origine du peuple et à cette tripartition que nous avions signalée. Nous avons vu le peuple comme démos, le peuple politique. Nous allons voir maintenant le peuple comme génos et ethnos. Ce sont deux racines grecques. Le génos renvoie au peuple sous l'angle de l'origine et la filiation qui fonde l'unité de la communauté. Alors que ethnos est relatif aux coutumes et au mode de vie qui la cimente. De là vient ethnie, mais aussi quand on parle de gènes, de génétique, etc., c'est le génos. Donc, c'est des termes qui sont aussi extrêmement importants pour l'histoire des idées. Et c'est vraiment une autre vision du peuple. Ça va être les notions modernes de race et de nation qui en résulteront dans le tournant de la modernité. Elles prétendront rendre compte à la fois de l'esprit du peuple, on en avait parlé pour la culture, le Volksgeist, et de la souveraineté nationale dans un panorama de plus en plus complexe. Et c'est encore une fois Herder. Vous voyez que là, on retrouve un peu les mêmes personnages qui se combinent. C'est Cicéron, Herder, Voltaire. C'est encore une fois Herder qui sera à l'origine du tournant du terme par la notion déjà évoquée du Geist des Volkes, de l'esprit du peuple, Volksgeist. En représentant les peuples comme partageant des traits culturels façonnés par l'histoire de leurs ancêtres et l'expérience d'un environnement physique, construisant leur monde mental à travers des langages spécifiques, donc à travers des langues spécifiques, et à travers les lois héritées des générations antérieures, Herder posait les bases de à la fois l'ethnologie moderne, mais aussi du nationalisme. Donc pour lui, le peuple, comme je viens de dire, c'est à la fois celui qui partage des traits culturels hérités de leurs ancêtres, c'est un peuple toujours inscrit dans un environnement, dans son relation avec l'environnement, d'où l'aspect très important pour l'ethnologie de bien comprendre des environnements où naissent les cultures, etc., etc. Un peuple qui construit son monde mental à travers une langue, et ça va être essentiel pour tous les nationalismes et ça va être un aspect important de tous les débats sur qu'est-ce qui fait qu'un peuple est un peuple, l'importance de la langue pour définir un peuple, mais aussi l'importance de défendre sa langue pour défendre la nation, etc., etc. Enfin bon, tous ces problèmes auxquels le Québec est d'ailleurs sensible. Le fait que le peuple se construit aussi à travers des lois héritées des générations antérieures. Donc là, vous voyez que ce n'est plus le peuple politique comme tel qui est envisagé, c'est quelque chose de parallèle. Et bien qu'il n'ait pas appelé à la création d'un État unifié allemand, qui n'existait pas encore, et qui serait basé sur le Volksgeist, sur l'esprit du peuple, c'est ses disciples qui vont appliquer ces idées-là. Et Herder inaugure l'âge des nationalismes et des nationalités modernes, où, dans le droit fil de l'étymologie latine, un groupe social reconnu comme un peuple se voit défini comme ayant des droits politiques spécifiques, dont celui de former une nation souveraine en vertu du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça va être un grand bouleversement de l'échiquier politique, puisque jusque-là, les unités politiques
étaient en grande partie, avec la féodalité, des monarchies et que c'était le peuple du roi de France, le peuple des princes des différentes régions d'Allemagne, la monarchie espagnole et le peuple dont il était vraiment le souverain. Donc ça va complètement changer. La carte de l'Europe, mais ensuite du monde, va être complètement changée, puisqu'il va y avoir quantité, notamment avec ce qu'on a appelé le printemps des peuples en 1848, il va y avoir des révolutions, des insurrections, des soulèvements pour justement reconnaître la souveraineté de peuples, les Belges, les Italiens, les Allemands, etc. Dès lors, le peuple a aussi droit à sa propre culture, considérée même comme le réceptacle de la mémoire nationale. Donc, vous voyez qu'avec la notion du peuple comme quelque chose de génétique, comme quelque chose d'ethnique, il y a aussi une notion de la culture qui change. Nous en avions déjà touché un mot, mais ici on voit comme l'autre côté du miroir. C'est parce qu'on transforme la notion de peuple qu'on transforme aussi la notion de culture. Et Herder, justement, va aussi être un pionnier parce que c'est le premier qui va commencer à faire le catalogue, la collection de quantité d'œuvres populaires qui jusque-là avaient été totalement ignorées par les élites. Ce sont les arts du peuple, en allemand Volkskunde, qui vont être très importantes pendant tout le romantisme et ensuite pendant toute la modernité. Il va faire notamment la collecte des leaders donc musicaux, les ballades musicales allemandes. Il va s'intéresser aux formes de poésie populaire qui avaient été méprisées par les élites et pour lui qui deviennent l'emblème de l'originalité du peuple allemand, l'emblème de l'originalité de sa vision du monde. Weltanschauung sera le terme qu'utiliseront par la suite les théoriciens. Alors, dans le sillage du travail de Herder, il y a deux philologues qui sont aussi essentiels pour la transformation de la culture allemande, mais aussi pour la naissance de l'anthropologie, la mythologie comparée, la linguistique, la littérature comparée, c'est Jacob et Wilhelm Grimm, les frères Grimm, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute à travers les contes et peut-être à travers un film extrêmement mauvais qui en donne une version très fantastique. Donc, les frères Grimm vont reprendre l'idée, qui était déjà chez Johanna de Lung, du langage comme élément central dans l'interprétation du monde par les différents peuples. Donc, chaque langue, ce sera la théorie par la suite de Sapir, l'hypothèse Wolff-Sapir, c'est que chaque langue construit le monde d'une façon différente. Cette idée commence avec le romantisme allemand et les frères Grimm en sont très importants. Et corollairement, l'étude des contes populaires comme moyen d'appréhender les réalités spirituelles des peuples, cachées et perverties par la sophistication des élites et par leurs emprunts culturels à des formes qui ne sont pas spécifiquement populaires et qui donc seraient éloignées des sources vivantes de la culture. Donc, les contes des frères Grimm qu'on continue à raconter et que vous continuez à retrouver dans les films de Disney, transformés, modifiés, parodiés, etc., les contes des frères Grimm prennent toute leur signification dans ce paradigme-là, dans le nouveau paradigme national du peuple et dans toutes ces ramifications que je suis en train de vous exposer. Les contes de l'enfance et du foyer, Kinder- und Hausmärchen, qui connaissent plusieurs éditions, deviendront d'ailleurs le modèle inlassablement repris de collecte des contes populaires nationaux. Et dans une
communion d'un triple culte, le culte de l'enfance, qui va être caractéristique de l'âge victorien du 19e siècle, de l'époque Biedermeier en Allemagne. Donc, ce culte de l'enfant dans la nouvelle famille nucléaire bourgeoise. Certains historiens parlent même de naissance du sentiment de l'enfance. Bon, c'est de plus en plus, c'était la grande thèse de Philippe Ariès, mais elle a été de plus en plus nuancée par la suite par les historiens et qui comprennent que finalement il y a eu quand même des sentiments de l'enfance plus prononcés aussi qu'on pensait avant. Mais en tout cas, c'est le grand moment du culte de l'enfance avec tous les contes pour enfants, les jouets pour enfants, le culte qui se crée domestique autour de Noël, du Père Noël, etc. etc. Donc, d'un côté, il va y avoir le culte de l'enfance, le culte du bon peuple, en opposition au mauvais peuple, et c'est le bon peuple de préférence chez les frères Grimm et les romantiques allemands, le peuple paysan, et le culte de la nation. Et d'ailleurs, les contes des frères Grimm vont très vite devenir un instrument pédagogique pour apprendre l'allemand en Allemagne et vont devenir une des lectures obligées et la lecture la plus partagée par les futures générations allemandes. Donc, cette idée de aussi militante à travers les contes, édifier le peuple allemand et édifier la nation allemande. Et dans ce sens-là, ils ont vraiment une position hégémonique qu'il est difficile de comprendre en dehors. Parce que, par exemple, en France, les contes de Perrault, qui sont antérieurs, mais qui n'ont pas ce paradigme anthropologique et qui étaient plutôt des divertissements littéraires, les contes de Perrault, bien qu'on continue à les enseigner et que tout le monde les connaisse un peu dans le monde francophone, ils n'ont jamais eu ce statut qu'ont eu les contes des frères Grimm. Et puis, par ailleurs, les contes des frères Grimm eux-mêmes ont évolué parce que la première collecte des frères Grimm auprès de servantes et de gens qui connaissaient dans leur milieu familial, il y avait un aspect beaucoup plus anthropologique où vraiment ils écoutaient les contes et ils essayaient de les restituer assez fidèlement. Mais avec le succès de librairies, avec le fait que ça devenait vraiment une lecture destinée aux enfants et non plus tout à fait un artefact critique pour les adultes, les frères Grimm ont commencé à faire des versions édulcorées, puisque les contes dans leur version originale étaient extrêmement violents, très sexuels aussi, qui présentaient une vision de l'existence très dure, comme elle pouvait l'être dans le milieu paysan des siècles de la domination féodale et de l'Ancien Régime. Donc, peu à peu, ils vont faire une version édulcorée. Par la suite, les versions Disney, etc., vont essayer d'enlever tous les aspects les plus choquants. Et ça va même faire l'objet de toute une polémique dans les années 60 sur est-ce qu'il est bon de raconter ces contes du XXe siècle, est-ce qu'il est bon de raconter ce type de contes avec cannibalisme, inceste, etc., aux enfants, est-ce qu'on les traumatise ou est-ce que, comme va le défendre le psychanalyste Bruno Bettelheim, ce sont des leçons de vie importantes sur le point de vue symbolique pour l'évolution et la maturation de l'enfant. Bien. Donc, on verra à peu près tous les nationalismes de tous les pays utiliser les formes de la culture populaire, les chansons populaires, les contes populaires, pour construire un corpus national, original, etc. Au Québec, vous aurez les collectes autour de la chasse-galerie, etc. Ironiquement, ce que les folkloristes vont démontrer par la suite, c'est que ces contes-là ne sont ni français, ni québécois, ni allemands, ni espagnols, ni autres. Ce sont vraiment des contes souvent d'origine orientale, mais pas exclusivement, qui ont énormément circulé
autour de beaucoup de cultures. Il y a eu des grands vecteurs comme la route de la soie qui partait de Chine jusqu'au Moyen-Orient et de là la Méditerranée. Donc, qui ont accompagné des grands transferts culturels. Les contes se sont énormément mélangés, métissés, etc., etc. Et ce que les Grimm croyaient découvrir comme quelque chose de profondément allemand, ben, eux-mêmes étaient sensibles, puisqu'ils s'intéressaient beaucoup à l'Inde ancienne, etc. Eux-mêmes, ils étaient sensibles au fait que ces contes-là étaient des variations locales autour de schémas transnationaux. Par contre, les frères Grimm considéraient qu'il y avait une façon spécifiquement germanique et qu'il y avait dans le choix de ces textes, et ils l'opposaient notamment aux versions de Perrault, quand eux-mêmes avaient trouvé des variations, par exemple, de Cendrillon, Le Petit Poucet, etc. Ils s'intéressaient à opposer la version française et la version allemande. Mais bon, comme je dis, depuis, on sait que tout ceci est beaucoup plus compliqué. Mais pendant très longtemps, le nationalisme s'appuyait sur cette culture folklorique qui devenait le patrimoine national. Donc, vous voyez que là, tout à coup, le statut de la culture populaire avait complètement changé. Parce que ces contes, ces poèmes, ces chansons que le peuple se racontait dans les veillées, dans les fêtes, etc., ça avait été systématiquement ignoré ou méprisé par les élites. Et là, tout à coup, avec les révolutions bourgeoises, avec le nationalisme moderne, ça devenait des emblèmes de la création des peuples et des nations, et ça devenait vraiment des patrimoines nationaux. Alors, le changement de paradigme est tel que la culture du peuple, au sens ethnique, devient la véritable culture et qu'elle devient le modèle et non plus l'inverse. Ce n'est plus la culture héritée des Grecs et des Romains qui devient le modèle, comme c'était le cas dans la culture des humanistes de la Renaissance, mais c'est le populaire qui devient le modèle des élites pour créer des œuvres significatives. Et, c'est comme ça que parmi les grandes formes du romantisme, il y a les ballades. Les ballades étaient des formes populaires et tous les grands poètes anglais, français, espagnols, allemands, etc., se mettent à faire des ballades dans le goût populaire. Certaines passent même pour populaires et certaines deviennent populaires et donc dans une sorte de boucle assez intéressante, mais que l'on retrouvera assez souvent dans la culture pop. Et là aussi, Herder est un pionnier puisque c'est un des théoriciens avec Goethe du Sturm und Drang, le mouvement proto-romantique, et dont il signe le manifeste du caractère et de l'art allemand, justement, qui associe profondément cette esthétique avec le nationalisme. Alors, insidieusement, l'on peut voir là s'opérer une nouvelle dynamique de récupération savante, voire de ce qu'on dirait une appropriation culturelle de la culture populaire par les élites, dépouillant ces contes, ces légendes, ces ballades et ces mythes pour en faire des œuvres signées, individuelles, où s'affirme l'originalité et le génie de l'artiste romantique. Et nous avons quelques cas assez frappants. J'avais déjà évoqué dans la capsule antérieure l'œuvre de Macpherson qui invente littéralement un barde écossais, Ossian, et c'est lui qui écrit ça de toutes pièces, mais il le présente comme étant un Homère écossais des temps anciens, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appellera plus tard le fake lore, donc par opposition au folklore, donc le faux folklore. Et il y aura beaucoup de ça. Il y aura même beaucoup d'emblèmes que le nationalisme va ériger en icônes
qui en fait sont totalement inventés à cette époque-là. C'est ce que le grand historien marxiste Hobson avait a étudié dans un livre qui s'appelle The Invention of Tradition, donc l'invention de la tradition. Et il démontre par exemple que les célèbres jupes écossaises, les kilts, qu'on suppose comme étant d'une grande ancienneté clanique en Écosse, en fait, c'est une création totalement du nationalisme écossais moderne, etc. Mais ça va arriver, ça va arriver souvent. Bien, donc de la même façon qu'il va y avoir donc aussi des auteurs qui s'approprient des contes et qui les racontent et qui s'en attribuent la paternité, soit parce qu'ils masquent leur origine, soit carrément parce qu'ils mentent. Et on va trouver comme ça plusieurs contes connus du 19e siècle dont les folkloristes vont trouver des origines populaires, alors qu'on les associe à des auteurs particuliers. Parallèlement à cela, s'affirme une nouvelle fracture entre le bon peuple, qui est paysan, qu'on imagine donc, on est en pleine industrialisation, donc en fait ce qui est en train de se passer, c'est que d'un côté on va dire, il y a le bon peuple, c'est ceux qui étaient dans les campagnes, qui étaient encore dépositaires de ces traditions populaires anciennes, et le mauvais peuple, qui est le nouveau peuple, le prolétariat, ce que Marx appellera le prolétariat urbain, qui vient justement de l'exode rural. Avec l'industrialisation, les gens quittent la campagne pour aller travailler dans les villes, et pour les romantiques, c'est une déchéance. L'harmonie du village et des traditions du village se perd dans les nouvelles villes où tout le monde est anonyme et où prolifèrent des divertissements vulgaires et jugés vulgaires et honteux. Et c'est comme ça, par exemple, que les romantiques vont opposer la ballade traditionnelle aux nouvelles formes de chansons populaires qui étaient le propre du vaudeville et du music hall. Mais aussi, ils vont opposer les contes traditionnels avec les nouveaux contes, les nouvelles qui sont diffusées par les grands journaux, etc., etc. Donc, une fracture entre le bon peuple et le mauvais peuple, entre ce qui est bon dans le populaire et le bon populaire et le mauvais populaire. Alors, dans une boucle parfaite, la culture du peuple devient un des signes de son identité et donc la preuve de son droit à l'existence politique. C'est ainsi que les nationalismes s'inspirent du travail des frères Grimm et d'Herder pour établir le canon national populaire qui contribue à justifier les exigences d'autonomie au sein d'États encore impériaux, c'est les Hongrois, les Tchèques, etc., qui luttent pour leur autonomie, voire l'indépendance, les Irlandais, les Catalans, plus tard les Québécois, etc. L'union des peuples ou l'union des peuples unis par une même langue et qui veulent être une nation. C'est le cas de l'Italie, qui n'existait pas au début du 19e, et c'est le cas de l'Allemagne aussi. L'idée force de l'esprit du peuple, qui est une sorte de envers fantasmatique de la notion politique de l'État-nation, était par ailleurs politiquement ambivalente. Parce que d'une part, elle semblait avancer un certain penchant démocratique, le cœur de la nation ne résidant plus dans son élite, dans la civilisation de son élite, mais dans l'héritage folklorique et linguistique du peuple, promis à une participation active dans la vie politique. J'avais déjà évoqué la question du printemps des peuples de 1948. Mais d'autre part, le Volksgeist, l'esprit du peuple, peut justifier à l'inverse une réaction conservatrice. Donc vous voyez que, comme pour le terme de culture, il faut bien distinguer dans la notion de populaire véritablement différents usages, différentes nuances qui peuvent en être faites. Alors comment est-ce que l'esprit du peuple peut-il être conservateur?
On le trouve par exemple chez un théoricien mineur allemand, Heinrich Riehl, oui, Heinrich Riehl, qui illustre bien ce penchant, affirmant la nature organique du peuple, qui ne peut parfaitement s'exprimer que dans la fusion avec le paysage natal. C'est aussi la grande époque de la peinture romantique des paysages, et c'est le moment où on commence à avoir toute cette poétique sublime des paysages, et on commence à exalter les montagnes des Alpes, à exalter tous les grands espaces dont le tourisme hérite encore de nos jours. Alors, la nature organique du peuple s'opposerait donc, encore une fois, au développement des villes et aux luttes sociales qui y siègent. Donc, vous voyez que, au fond, définir le bon peuple comme le peuple paysan, alors qu'on est en pleine industrialisation, c'est une forme de conservatisme. C'est dire, bon, restez dans vos campagnes, restez dans vos patelins, où vous allez crever la faim par ailleurs, mais ne venez pas dans les villes où vous allez être pervertis. Alors, résolument contre-moderne, Riehl souhaite le retour à une société hiérarchique sur le modèle des sociétés féodales médiévales. Et vous savez comment les romantiques ont adoré le Moyen-Âge et ont proféré un véritable culte médiévaliste et médiévalisant. Alors, il dénonce le capitalisme, mais pas du tout dans le sens de son contemporain Karl Marx, mais dans le sens que le capitalisme bourgeois a détruit la culture aristocratique, hiérarchique, et a ainsi aussi détruit l'harmonie qui unissait le peuple et l'aristocratie. Bon, c'est évidemment une vision totalement romantique, pour le coup, romantisée, sentimentalisée et totalement idéologique des rapports de féodalité. C'est-à-dire, il y avait les rapports entre l'aristocratie et leurs serfs étaient loin d'être idylliques. Mais justement, le 19e siècle, le romantisme va avoir une vision enchantée, nostalgique de cela. Et Riehl va être important dans ce qu'il inaugure une idéologie allemande qui s'appelle, que les Allemands appellent Völkisch, et qu'on pourrait traduire pas tout à fait correctement par le terme de populisme. Mais c'est cette idéologie dont va se nourrir le national-socialisme, et ce sera tout à fait la sensibilité d'Adolf Hitler lui-même, en tant que son obsession pour les traditions populaires, pour les paysages populaires, etc., viennent de cette tradition. Comme l'a démontré George Moss dans un livre extrêmement intéressant, The Crisis of German Ideology, Intellectual Origins of the Third Reich. Alors, parallèlement à cela, à cette sensibilité volkisch, se développe la Volkerpsychologie, la psychologie des peuples, qui systématisait l'idée du Volksgeist, l'esprit du peuple, comme une essence psychologique unificatrice qui serait partagée par tous les membres du peuple. Et là aussi, nous avons un des grands problèmes de tout ce courant romantique du peuple comme ethnicité, c'est que c'est un holisme qui ignore toutes les divisions, les particularismes, les oppositions, les conflits, les contradictions. C'est vraiment un peuple et une vision, une psychologie, une nation, etc. Donc ça, nous voyons que nous sommes là à la fois au cœur des nationalismes du 19e, mais aussi aux antipodes des sociétés multiculturelles contemporaines. Qui sont justement, qui ont dû vraiment se définir contre cette tradition holistique où vraiment c'est un peu le village
comme emblème de la nation. Son expression la plus pure donc de l'essence psychologique de chaque peuple serait dans le langage et dans la mythologie, mais aussi la religion, les coutumes, toute incarnation d'une perception unique de la nature. Donc l'école de la Volcker psychologie va être importante pour l'ethnologie et pour l'anthropologie culturelle, notamment avec cette vision que j'évoquais déjà pour les historiens de la Kulturgeschichte, de l'histoire culturelle, qui voyaient tout uni, tous les aspects d'une société unie de façon globale. Il faut aussi signaler que le Volksgeist n'est pas présenté comme une entité stagnante. On considère qu'elle change à travers des processus historiques. Et d'ailleurs, ces changements seraient observables dans l'évolution des contes et l'évolution des poèmes, etc. Donc, ça a ouvert des portes importantes et intéressantes pour l'étude de la culture populaire, pour l'étude des cultures européennes ignorées, autochtones, etc., etc. Dès lors, la Volcker psychologie a un double objectif. Le premier est de décrire dans le plus grand détail possible les manifestations des esprits du peuple dans l'espace et dans la durée, donc s'intéresser à tout ce qui a trait à un peuple, et ce qui permet d'établir en un deuxième temps les lois du développement psychologique des peuples. Donc il y aurait vraiment comme ça une sorte ça se présentait comme une science, une sorte de psychologie sociale nationalisée ou ethnicisée. Cette discipline culmine dans une œuvre colossale, Volcker Psychologie, de Wilhelm Wundt, 10 volumes parus entre 1900 et 1920, et elle va avoir une grande répercussion dans la réflexion ethnologique sur la culture populaire. C'est ainsi, par exemple, que l'ouvrage fondateur des études sur la culture afro-américaine, The Souls of Black People, de Dubois, en 1903, va être marqué par Wundt, ainsi que plusieurs autres œuvres majeures. Donc, c'est un courant qui a eu vraiment des répercussions au moment où justement on se demandait comment étudier des cultures comme celle des Afro-Américains. Le titre, c'est The Souls of Black Folk, en fait. Mais sous le choc de l'embrigadement de toutes ces notions par le national-socialisme, une certaine désaffection va être marquée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale envers ce type d'essentialisme du peuple comme communauté organique, holistique, unie dans son folklore, etc., etc. Et paradoxalement, ce sera plutôt les nations émergentes dans la décolonisation qui vont parfois continuer à parler de cette légitimation du peuple comme culture, etc., etc. Alors, débarrassé des excès du nationalisme romantique, bien que plusieurs populismes, encore aujourd'hui, utilisent encore ces notions de peuple qui remontent au romantisme, la notion ethnique, elle s'est quelque peu épurée. Ainsi, écrit Ortolani, le peuple désigne-t-il couramment aujourd'hui un ensemble d'individus qui ont formé une communauté partageant un sentiment d'appartenance et un destin collectif. Cette communauté peut être fondée sur un passé commun, réel ou supposé. Il y a toute une mythologisation de l'histoire. Souvent, mais pas toujours, un territoire, puisqu'il y a aussi des peuples qui n'ont pas de territoire. Ce sera le drame du peuple juif et ce sera la base du nationalisme sioniste, mais auquel on ne peut pas réduire évidemment l'existence du peuple juif disséminé partout dans le monde. C'est aussi le cas des Tziganes, c'est aussi le cas de beaucoup de peuples qui n'ont pas de territoire propre. Une langue ou une culture commune,
et encore une fois, souvent, mais pas toujours, puisqu'il y a des peuples qui ont plusieurs langues, etc. Éventuellement une religion commune, ce qui n'est pas, encore une fois, toujours le cas. En tout cas, des valeurs et des pratiques communes et un certain sentiment d'appartenance. L'idée de multiculturalisme viendra problématiser la notion d'une culture holistique et monolithique du peuple national, ainsi que la mystique de ses productions, lui substituant une nouvelle fantasmatique du contrat social, marquée par l'harmonie, sinon des contraires, du moins des divergences. Et c'est donc un nouvel imaginaire social que nous sommes en train de développer autour du culturalisme. Bien, donc, nous avons vu le peuple politique, le peuple souverain, nous avons vu le peuple ethnique, le peuple nation, et parallèlement à l'évolution de ces deux-ci, émergeait leur envers oni, dont nous parlions tantôt avec Agamben autour du populus. C'était la face cachée, la part maudite du peuple politique. C'est le peuple comme une classe sociale. Le peuple classe, héritier de l'opprobre classique et classiste, qui frappait le plebs, la plebs et le vulgus, d'où viennent d'ailleurs les adjectifs plébéien, vulgaire, etc., et qui désignent de façon souvent dévalorisante l'ensemble des individus qui appartiennent aux classes inférieures de la société par opposition aux catégories supérieures ou privilégiées par la naissance, la culture et ou la fortune. Donc là, c'est vraiment une troisième famille de sens, c'est le peuple comme catégorie sociale. Cette conception, dans l'histoire des idées politiques occidentales, a fait du peuple une catégorie essentiellement négative. Il devient alors un ensemble de personnes caractérisées par la vulgarité, le manque de distinction et de manières, issues de la couche la plus démunie socialement et culturellement de la société. Alors c'est ainsi que des fois on parle du petit peuple, le menu peuple, les couches les plus modestes, alors que le bas peuple devient synonyme d'un terme très péjoratif qui est celui de la populace. Cet autre terme, qui a peuple pour racine, correspond au miséreux, la canaille, qu'évoque Hegel, dont le rassemblement tourne vite à l'émeute et dont l'action ne peut être que destructrice. Vous voyez que c'est très important d'avoir cette distinction, de saisir ces distinctions autour de la notion de peuple, puisqu'elles vont énormément marquer qu'est-ce qu'on entend par culture populaire. Nous avons déjà vu donc un sous-genre consacré à l'étude des conditions de vie urbaine se développe dès la première modernité. Il y a une série d'œuvres, le tableau de Paris de Mercier, à la fin juste avant la Révolution française, les nuits de Paris de Rétif qui continue pendant la Révolution, etc., etc. Et ça montre un petit changement de paradigme qui va être essentiel. Nous avons vu à l'œuvre des tensions qui opposaient la vision socio-économique du peuple classe à celle idéalisée du peuple politique. Cela faisait du peuple classe l'objet privilégié de représentations satiriques ou burlesques qui étaient déjà présentes à l'époque romaine, que l'on pense aux satires de Juvénal qui ont eu une immense influence sur l'histoire de la comédie et de la satire. Et donc, le peuple classe était vraiment présenté sous un œil burlesque, satirique, pour montrer à quel point la plupart des gens étaient vulgaires, stupides, etc., etc. Et c'est encore le fruit de beaucoup d'humoristes contemporains. Elle était donc, le peuple classe était à la fois représenté de cette façon-là, et en même temps, c'était aussi quand même le public
auxquels on faisait appel quand on était dans des circuits d'art urbain dans les villes. Donc, c'est ce peuple-là auquel on s'adressait, par exemple, quand on faisait le théâtre populaire au Moyen Âge et à la Renaissance. C'est ce public-là auquel commencent à se destiner des formes romanesques euh, dont hériteront les genres les plus populaires. Euh, c'est progressivement un autre regard que l'on dira ethnographique qui va se poser sur ces barbares de l'intérieur, comme on les appelait. Et c'est ce que j'avançais avant, mais excusez-moi, j'avais sauté j'ai fait une petite inversion des planches. C'est cet autre regard qui commence avec la première modernité, où tout à coup, des gens des élites, mais un petit peu en marge quand même, commencent à s'intéresser à ce peuple au sens de classe sociale. Et c'est le peuple des villes, alors que justement les romantiques, on a vu, les adeptes du Volksgeist et tout ça, eux, c'était vraiment les campagnes qui les fascinaient. Mais là, on commence à avoir un nouveau type d'écrivain, un nouveau type d'artiste, peintre, euh, qui va commencer à avoir un intérêt dans la représentation du peuple et dans la vie du peuple. C'est là le sous-genre dont je parlais tantôt, donc les nuits de Paris, le tableau de Paris, les nuits de Paris, tout ça. Des écrivains un petit peu en marge des élites. Ces deux textes restent extrêmement intéressants. Ils ont connu d'ailleurs une réédition plus récente. Et ils commencent à voir une certaine poésie, ce que reprendra évidemment Baudelaire dans le spleen de Paris et par la suite toute la poétique moderne de la ville, du peuple, etc., etc. Parallèlement, il y a une littérature qu'on dit littérature de la gueuserie, literature of roguery, novella picaresca, etc., qui s'intéresse à la marginalité urbaine, au moment où justement les inégalités deviennent très, très fortes. Et là aussi, il y a toute une littérature qui va s'intéresser au bas-fond et qui va avoir une grande influence par la suite sur le cinéma, etc. Et puis, un intérêt pour la vie des métiers, ce qu'on appelait le genre des cris de Paris, on les trouvait dans les gravures, etc. Les proverbes populaires témoignent d'une curiosité plus générale pour la vie quotidienne du petit peuple. Et ce qu'on retrouve dans l'art aussi, par exemple, dans une école, esthétique italienne qui s'appelle les Bamboccianti de l'époque baroque, donc début du XVIIe siècle. Alors les Bamboccianti commencent à dépeindre la vie des troupes de commedia dell'arte, du théâtre populaire, les farces, le public des marginaux dans la ville, les gueux. Il y a une très belle série. Je pense que je ne peux pas passer directement parce que c'est vraiment une série de gravures. Les gueux de Jacques Callot, qui est une des premières représentations des différents types de marginaux qu'on trouve dans les villes. Donc, il y a comme ça un intérêt dans l'art, dans la littérature qui s'affiche pour ce peuple qui, par ailleurs, en général, est absent ou méprisé des productions de l'élite. Alors, c'est dans la Révolution française, encore une fois, que l'opposition entre le peuple comme classe et le peuple nation va être éclatante. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que la Révolution devient une révolution bourgeoise, elle devient une révolution de plus en plus méfiante envers le peuple et le bas peuple. Et c'est ainsi que va commencer les débuts du socialisme radical dans la conjuration des égaux, qui va être écrasé par les pouvoirs bourgeois.
et ce sont les socialistes qui vont concilier et tenter de concilier le peuple comme classe et la souveraineté nationale du peuple. À travers le socialisme et ses évolutions, le peuple qu'incarnent les nouvelles couches sociales urbaines se voit proposer une mission politique et qui va être théorisée notamment par la pensée marxiste. Le peuple, tout au moins une fraction, le prolétariat, bénéficiant d'une sorte d'exaltation messianique, est investi d'une mission révolutionnaire, une fois qu'il se sera dégagé de l'influence de l'opium du peuple qui l'aliène. S'affrontent ainsi deux visions du peuple sociologique, celle méprisante des classes supérieures et celle qui vont aller du paternalisme jusqu'au messianisme de ceux qui se donnent pour leur porte-parole politique. Dans le premier sens, l'idée de la culture populaire ne peut être que catastrophique. Quand justement les classes supérieures affichent un mépris total du peuple comme classe sociale, elles ne peuvent que mépriser tout ce qui y ressort, dont la culture populaire. Et donc, il y a toute une tradition comme ça qui va s'indigner, qui va viser à la censure des formes de divertissement et de culture du peuple. Et c'est comme ça qu'il va y avoir les premières paniques morales autour du roman feuilleton. On va dire que le roman feuilleton est quelque chose qui, donc c'est les romans qui commencent à apparaître dans les journaux et qui sont destinés au plus grand nombre. Il va y avoir toute une série de critiques qui vont dire mais les journaux avec les romans feuilletons sont en train d'avilir la culture, la littérature, etc. Ce sont des choses monstrueuses, il ne faut pas que le peuple lise ça, etc. Et on va connaître ça pour le vaudeville, le musical, et bien entendu, ça va continuer jusqu'à le débat autour du cinéma, le débat autour de la télévision, le débat autour des jeux vidéo, le débat autour de la télé-réalité, etc. Enfin bon, il y a vraiment une tradition comme ça qui s'insurge contre les formes populaires à partir d'une grande méfiance envers le peuple sociologiquement. Donc, ça c'est le premier sens. Dans le deuxième sens, que ce soit paternaliste ou messianique, la culture populaire va être soit soumise à une didactique réformiste, donc ce sera tous les projets de réforme, donner au peuple accès à une plus grande connaissance des grandes œuvres, etc. Ce sera aussi toutes les ligues qui essayeront non pas de proscrire les arts populaires, mais au contraire de les réformer pour qu'il y ait moins d'immoralité dans les vaudevilles, etc., etc. Ou bien, enfin, l'idée d'une culture populaire révolutionnaire qui va être de plus en plus affichée par les militants. Il y aura comme ça autour du socialisme, mais aussi de l'anarchisme, plus tard du marxisme et du communisme, il y aura aussi l'idée de créer une culture pour le peuple, par le peuple, et ce sera tout le sens, par exemple, dans la révolution russe, de ce qu'on appelle le prolet culte, donc le militantisme pour une culture prolétarienne. Donc, s'opposeront ainsi aussi la notion de la démocratisation de la culture bourgeoise, mise à la portée du menu peuple, avec alors l'idée qu'il faut faire des livres moins chers. Ce sera toute l'idée du livre de poche qui va être très, très important dans l'évolution de l'édition. Édition donc bon marché des classiques, création des musées, ouverture des musées à tout le monde, ce qui n'était pas du tout le cas initialement. C'était vraiment des collections privées, etc. Mission pédagogique dans les milieux défavorisés, diffusion du patrimoine national et universel dans les théâtres populaires,
les maisons de la culture dont nous parlions dans l'autre capsule, etc., etc. Donc d'un côté, cette idée de démocratisation de la culture, et de l'autre côté, l'affirmation de la nécessité d'une culture véritablement prolétarienne, socialiste, anarchiste, communiste, et spécifiquement centrée sur les nécessités de la lutte. Les débats marxistes sur la culture s'intéresseront évidemment à ça, mais ils vont rester en grande partie méfiants envers la culture populaire des villes. Et un des premiers grands textes sur la culture urbaine vient de Marx et Engels, c'est La Sainte Famille, et c'est une critique d'un roman feuilleton, le premier et le plus important, Les Mystères de Paris, d'Eugène Sue, qui devient un dandy français, qui devient socialiste. Et c'est pour cela que Marx et Engels vont énormément s'attaquer à lui, parce qu'ils considèrent qu'au fond, l'idéologie des Mystères de Paris est une idéologie qui juge contre-révolutionnaire. Et la forme de socialisme réformiste promue par Eugène Sue dans Les Mystères de Paris est jugée donc elle-même comme contre-révolutionnaire. Et se produit ainsi un paradoxe apparent, c'est que Marx va critiquer une œuvre qui était réellement populaire, puisque vraiment avait un impact énorme sur les classes défavorisées qu'il évoquait, donc l'œuvre de Eugène Sue, et va lui préférer, d'un point de vue marxiste, l'œuvre de Balzac, qui était aussi des fois diffusée en feuilleton, mais qui était beaucoup moins populaire, qui s'intéressait beaucoup moins au peuple, et qui, par ailleurs, était l'œuvre d'un réel contre-révolutionnaire, c'est-à-dire d'un monarchiste. Alors, comment ça se fait que Marx critique une œuvre réellement populaire d'un socialiste et qu'elle défend l'œuvre qui n'est pas vraiment populaire d'un monarchiste? C'est parce que, selon lui, en vertu de l'analyse idéologique, l'œuvre de Balzac a un potentiel révolutionnaire, puisqu'elle met à nu les contradictions de la société bourgeoise et de l'idéologie bourgeoise. Et à partir de là, les partis communistes vont avoir une grande méfiance envers des formes populaires de la culture et vont plutôt prôner l'esthétique dite réaliste qui était le propre de la culture bourgeoise jusqu'à l'érection de l'idéal du réalisme socialiste en Union soviétique dans les années 1930. Alors, entre ces extrêmes, la fascination de la première modernité va trouver un terrain d'expansion dans la prolifération médiatique et la naissance d'une vraie culture populaire moderne de masse industrielle. On n'est plus dans le folk, dans les traditions de contes paysannes que l'on se raconte entre soi, etc. Mais on a la naissance d'une nouvelle culture populaire. C'est une culture industrielle, c'est une culture urbaine, c'est une culture qui passe par la caricature, la gravure, bientôt la photographie, le journal, les magazines, les formes de divertissement multimédiatique comme le music hall, etc., etc. Et c'est comme ça que peu à peu, il va y avoir les premiers textes qui vont s'intéresser réellement à la culture populaire du peuple comme classe sociale. Et ce sera une série d'œuvres littéraires que Walter Benjamin appelle littérature panoramique parce que ça se présente comme des panoramas
de la société de leur époque. Ce sera les premiers travaux sur les chansons populaires de Nisard, sur l'imagerie populaire de Champfleury, la littérature de rue, la street literature, etc., etc. Et c'est de cette matrice que va émerger le paradigme des théoriciens de la culture populaire moderne, non plus uniquement folklorique et tourné vers le passé, mais qui tient compte des mutations radicales apportées par les nouveaux médias de communication de masse. Et là, vous avez la couverture d'une de ces œuvres qui s'intéressent aux différentes classes sociales, etc., etc. Les Français peints par eux-mêmes, qui a eu une grande influence et qui a été d'ailleurs imité partout en Europe. Alors, ces distinctions entre le peuple juridique, le peuple ethnique et social sont brouillées, comme on le disait depuis le début, par le fait qu'en français, et souvent dans les langues latines, pueblo, popolo, etc., elles sont amalgamées dans le même terme de peuple. Et de cet amalgame découle quantité de tensions structurelles, puisque de quoi parle-t-on quand on parle du peuple? Est-ce qu'on est en train de faire référence au sens politique, juridique, ethnique, social, etc. Est-ce qu'on, et les penseurs et les théoriciens vont beaucoup jouer des uns contre les autres. Et la notion de culture populaire va bien entendu hériter de ces amalgames. Chacun de ces sens, écrit Gérard Brasse dans Les ambiguïtés du peuple, chacun de ces sens est lui-même solidaire d'une double exclusion, dont l'une est manifeste et l'autre occultée. Ainsi, le peuple juridique se distingue de cet autre qu'est l'étranger, ennemi potentiel, et s'oppose à son autre qu'est la multitude. Le peuple ethnique se distingue de l'autre communauté ou de l'autre culture et s'oppose à son autre, qu'est le barbare ou le sauvage. Enfin, le peuple social se distingue des grands, les nobles, les bourgeois, et s'oppose à son autre, qu'est la populace. Cette logique de l'appartenance engage les conflits interminables pour savoir qui est du peuple et qui n'en est pas, ou pour savoir où trouver le peuple, ce qui relève de l'amphibologie produite par ce concept. D'où aussi les oppositions incessantes entre le bon peuple, le mauvais peuple, d'où découlent les scissions entre la bonne culture populaire, la mauvaise culture populaire, les aspects valorisés, les aspects honnis de la culture populaire. Alors, historiquement, l'intérêt pour la culture populaire n'a pu émerger qu'à travers les évolutions et les contradictions du discours des élites. C'est dans le discours des élites, le discours philosophique, le discours littéraire, etc., etc., que la notion de culture populaire a pu émerger. Tant que la notion normative de culture, qu'on a vue dans la capsule antérieure, prévalait, elle ne pouvait qu'exclure le plus grand nombre, et a fortiori le vulgaire. Et donc, c'était toutes les satires des gens incultes, ou bien les diatribes anxiogènes sur le danger des incultes, etc. Sous la triple influence de la doctrine politico-juridique de la souveraineté populaire, de la notion ethnique du peuple comme fondement de la nation et des débats autour du progrès social du peuple, une triple dimension de la culture populaire pouvait s'affirmer. Culture du peuple au sens messianique, Michelet, etc., etc. Culture de l'esprit du peuple, tout aussi messianique, Herder, les romantiques, les nationalismes. Culture socialiste, prolétarienne, anarchiste, des amis du peuple, engagés dans les luttes sociales du peuple. Mais aussi, parallèlement, s'affirmait une contestation radicale de la culture populaire comme envers de la culture légitime. Pire encore que la simple privation de l'inculture, que la simple inculture.
Signe de la corruption ultime des grandes valeurs de la culture occidentale, classique, humaniste, nationale, chrétienne ou autre, par le goût de la populace, dont les prétentions politiques s'étendent désormais à l'esthétique. La culture populaire ne pouvait être, selon cette vision, que un pastiche, une imitation, une dégradation, ou pire, un dissolvant. Ce discours, qui gagne en ampleur pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à devenir hégémonique à la fin du XIXe siècle, marquera encore certaines positions du modernisme avant d'entrer véritablement en crise, comme on le verra avec la post-modernité. Le regard ethnographique, déjà évoqué, aura servi de correcteur et de contre-discours à ce discrédit et à cet opprobre. Témoignant d'une curiosité mi-amusée, mi-fascinée, tout un courant de pensée va tenter de rendre compte des mutations majeures de la modernisation, dont la culture populaire de masse constitue l'un des aspects les plus éclatants. Et là, l'œuvre colossale de Walter Benjamin, éditée sous le titre Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages, c'est important parce qu'il existe un petit opuscule qui n'est qu'une toute petite partie, qui s'appelle, lui, Paris, capitale du XIXe. Mais le titre d'ensemble, c'est le livre des passages, Passagenwerk, qui a mobilisé Walter Benjamin entre 1927 et qu'il a laissé inachevé avec son suicide, témoigne de l'immense production du XIXe siècle autour de la culture populaire de masse et l'émergence. Et en tant que tel, c'est un des premiers grands textes aussi, même s'il est resté inachevé, de l'école de Francfort, sur laquelle nous reviendrons, et donc un des textes majeurs pour le débat des théories autour de la culture populaire. Alors, le rôle majeur du peuple va connaître aussi une transformation dans un autre terme sur lequel nous allons devoir revenir, qui sera celui de la masse. Et masse qui reprend le terme latin de multitudo, l'idée de la multitude. Et on va beaucoup dire que le XXe siècle va être l'ère de la culture de masse. Le peuple, sous sa forme massive, multitudinaire, est essentiel dans les guerres totales du XXe siècle, les deux guerres mondiales, les guerres d'émancipation décoloniale, les guerres massives, mais aussi dans les totalitarismes, qu'ils soient au nom du prolétariat en Union soviétique ou en Chine de la République populaire, ou que ce soit au nom de l'esprit du peuple dans l'Allemagne nationale-socialiste. Les fronts populaires dans les démocraties, mais aussi le peuple dans les immenses exodes ruraux, l'immigration, l'émigration. Le XXe siècle aura été le siècle de toutes les migrations. Les chaînes de production aux proportions colossales vont complètement modifier la vision que pouvait avoir le XIXe siècle du peuple. Parallèlement, il sera de moins en moins acceptable socialement de critiquer ouvertement le peuple comme classe, tel que l'avaient fait l'aristocratie et la bourgeoisie. On pouvait encore lire en 1948, dans Vipère au point, d'Hervé Bazin, cette description. Il y a aussi le peuple qui fait si grossièrement fi de l'humanisme, le peuple à qui fut accordé par les radicaux le privilège exorbitant d'avoir par tête de pipe autant de droits civils et politiques qu'un réseau, donc un bourgeois. Le peuple, non pas populus mais plebs, ce magma grouillant d'existences obscures et désagréablement suantes, le peuple à prononcer du bout de lèvres comme peu ou comme peu. Donc bon, cette description évidemment ironique dans l'ouvrage par ailleurs majeur d'Hervé Bazin montre bien la subsistance de ces réflexes démophobes, etc.
ce dédain affiché sera de moins en moins consensuel et en général, la promotion de la catégorie du populaire euh, sur fond de croissance économique, donc les 30 Glorieuses en France, la Société de l'opulence, Affluent Society aux États-Unis, le miracle économique italien, allemand, japonais, voire canadien, donc vont faire que les démocraties modernes vont au contraire avoir une vision de plus en plus valorisante et positive de la notion du populaire. Et cela va entraîner une sorte de coexistence pacifique de la culture populaire et de la culture savante, où de plus en plus, pendant ces années après la Deuxième Guerre mondiale, on va reconnaître les mérites des bandes dessinées comme Astérix, de la chanson populaire, Dutronc, Gainsbourg, The Beatles, etc., du cinéma populaire. Et tout ça va peu à peu configurer un nouveau consensus autour des mérites du peuple dans sa triple acception, à la fois comme entité politique, ethnique et, et sociale. Mais il restera malgré tout une certaine tradition de stigmatisation et d'ostracisme, alors qu'il n'aura plus qui ne sera plus une critique en bloc de ce qui est populaire, mais qui va toujours trouver dans le populaire des sortes de boucs émissaires. Et ça, on va le voir jusqu'à maintenant, jusqu'à l'époque contemporaine. C'est l'idée qu'à chaque fois, on isole à l'intérieur du peuple une sous-catégorie qui est présentée comme essentiellement vulgaire, inculte, voire relativement dangereuse. Ce sont les chavs en Angleterre, ce sont les douchebags de l'Amérique du Nord, la racaille en France, les chonis et les canis en Espagne, etc. Donc à chaque fois, on essaye de voir dans le peuple une sorte de sous-catégorie que l'on se permet de stigmatiser, parodier, ostraciser, que l'on va trouver ridicule ou que l'on va trouver potentiellement dangereux. Donc là, vous avez la célèbre Vicky Pollard, donc de une série britannique qui s'appelle Little Britain et qui est nourrie de stéréotypes, mais qui en même temps s'en moque et qui est une sorte de carnavalisation, de déconstruction de ces catégories. Parallèlement, ce que l'on va observer, nous allons y revenir, c'est que la culture populaire n'est plus rejetée en bloc, elle est reconnue progressivement, le jazz, le rock, la pop, la science-fiction, le cinéma de genre, la bande dessinée, etc., etc. Mais on va voir que quand même, à chaque fois, il y a dans cette culture-là des formes qui sont reconnues, valorisées. Le jazz est devenu pratiquement distinctif d'une culture bourgeoise d'élite et très très peu consacré dans le monde du divertissement populaire. Euh, Alors qu'il va y avoir toujours des sous-catégories qui, elles, vont continuer à être dévalorisées. Le roman à l'eau de rose, le roman rose, est beaucoup moins considéré que le roman policier, de par son inscription dans un public essentiellement féminin qui va longtemps être considéré comme un public inculte, aliéné, même par les féministes de la des premières vagues qui trouvent dans cette littérature-là un outil d'aliénation des femmes, etc. Donc, il va y avoir toujours des formes, des genres
qui vont être considérés comme étant potentiellement, enfin, qui vont continuer à être stigmatisés. Les jeux vidéo au début, mais ensuite, maintenant que les jeux vidéo sont reconnus, bah, ça va être certains types de jeux vidéo qui vont continuer à être polémiques et considérés comme spécialement violents ou débilitants, etc., etc. Et bon, c'est le cas pour le reality TV, c'est le cas pour beaucoup de productions. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, dès que l'on fait la promotion d'un type de divertissement populaire, il y en a presque automatiquement un autre qui prend sa place dans la stigmatisation, et comme si on avait toujours besoin de légitimer par opposition. Et pour légitimer une forme, il fallait toujours en délégitimer une autre. Bon, là, vous avez l'exemple de les types de films populaires euh, appelés les nanars et considérés comme vraiment débiles, Sharknado 5. Sur cette belle image, donc, je vous dis au revoir pour une prochaine capsule.